Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy, épisode on ne les compte plus, mais en tout cas, semaine d'exception. Bonjour Fernand, comment ça va à Las Vegas? Ah, Las Salut, Vegas à Guillaume. Houston. Oh là 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 là. Salut Guillaume, je vais bien. Écoute, on a tellement fait Las Vegas que finalement, ça nous fait bizarre de changer et d'aller au Texas. Voilà, on n'est pas au Nevada, on est au Texas, on est à Houston. Bah, Ça va, ouais. et est-ce que pour l'instant là, tu sens déjà, donc là, en France, on est lundi, enfin toi aussi, lundi à Las Vegas, mais c'est vrai que là c'est dans la nuit. Est-ce que tu commences à sentir un petit peu l'ambiance de la Fight Week ou pour l'instant ça reste assez calme? Non, ça va, on n'a pas encore vu de fighter sur l'hôtel, à l'hôtel. Donc, voilà, quoi, il y a rien qui indique que si ils ont installé les salles d'entraînement individuelles. Donc, on voit les noms sur les salles, on voit José Aldo, il y a des noms, mais il n'y a pas encore du monde. Donc, du coup, on est seul au monde, encore pour le moment, et ça va pas tarder. On n'est pas encore dans l'ambiance dure de la compétition. Ça part, voilà. Et là, le fait qu'Amanda Nunes était contrôlée positif au coronavirus et que donc il n'y ait plus de co-main event, est-ce que là ça change aussi un petit peu la donne pour le main event et donc il y a un petit peu plus d'attente, notamment en termes médiatiques? Je ne le ressens pas encore. On a Hmm. déjà un calendrier médiatique assez chargé. Il va continuer de charger. Je sens juste que la plupart des journalistes font mention du fait que heureusement qu'il y avait ce combat pour ceux qui ne souhaitaient pas ce combat. La carte serait tombée à l'eau et donc ça fait bien que le combat y soit là. Mais non, je ne sens pas un changement pour le moment. Dessus, il n'y a pas de grand changement. Hmm. Allez, on va rentrer maintenant, dès maintenant, dans le vif du sujet, parce que ça y est, donc Cyril Gane, main event UFC 265, Houston, Texas, pour le titre intérimaire. Le sourire de Fernand, là, il apparaît assez clairement. Bon, alors est-ce que déjà, là, ça commence à être un petit peu particulier pour toi de vivre ça, même si c'est vrai que, bon, bah, tu l'avais déjà vécu avec Francis auparavant. Est-ce que là, ça a déjà un goût particulier, cette Fight Week, pour ce titre intérimaire? Absolument, c'est un process différent à chaque fois. Avec chaque individu, on vit les choses différemment et c'est intéressant. Justement, c'est d'autant plus intéressant d'avoir le comparatif, de toujours faire un parallèle et de se dire bon, à cette période, à ce moment-là de la carrière, on était là, on avait fait ci, comment, alors quoi, on recroise les mêmes, bah, des fois les mêmes personnes, des fois pas les mêmes Mhm. personnes. Il y a certains protocoles quand on entre sur la ceinture, la manière dont on a accueilli les gens qui s'occupent de nous. Il y a des personnes qui sont affectées pour les ceintures et qui vont gérer la communication, qui vont gérer les activations de crossover avec d'autres personnalités du monde du sport pour pouvoir donner de la visibilité de l'élan à l'action. Les journalistes qui prennent en main ne sont pas les mêmes, donc Mhm. voilà, on reconnaît un peu et on croise des choses et on voit, ça fait du comparatif et ça fait de l'expérience qui rentre. Ouais, c'est bien. Et est-ce que vous avez eu l'occasion, là, pour l'instant, de croiser Derek Lewis ou des membres de son équipe? Ou pas encore? Non, pas encore. Pas encore, mais on sait que on le sent quand même que Houston et lui est acquis quoi. Enfin, on sent que c'est sa maison. Hmm. Aujourd'hui, on était au top golf de Houston et il y a un monsieur au demeurant très gentil qui est le manager du club de golf et qui dit qu'il nous souhaite le meilleur pour samedi, mais il dit qu'il va nous supporter, mais que bon, voilà, il est quand même, voilà quoi. Il a son gars en tête, voilà, quoi, il souhaite que ça se passe bien pour son gars, Derek. Donc, on sent bien qu'il est bien aimé dans le territoire. Mhm. Il est bien implanté, il est chez lui, il est bien aimé, c'est parfait. Et là, au niveau de la gestion plus globalement, donc il y a eu 5 semaines entre le dernier combat de Cyril et celui-ci, en même temps une actualité particulièrement chargée parce que toi, bah justement, t'as accompagné Nassourdine Imavov aux États-Unis, donc t'étais à Las Vegas il y a 2 semaines pour le combat de Nassourdine. Benjamin Sarfati, président du MMA Factory, il a pris le relais sur place. Est-ce qu'au niveau de l'organisation, toi, tu dirais que vous êtes sorti renforcé finalement de cet été
ultra dense pour vous? On s'en sort pas mal. C'est-à-dire qu'on s'est ménagé, on a fait un roulement et on s'est ménagé mutuellement le temps pour faire de la pause. On a créé de la pause dessus. Moi, j'avais mes vacances déjà programmées avec mes filles que j'ai pu honorer grâce à la compréhension de mes collègues et tout qui disaient maintenant tu peux pas faire ça, tu peux pas stopper, tu peux pas, c'est important la famille. Et donc j'ai fait quelques jours. Cyril a pu faire quelques jours, 5 jours en famille fermée, tout sans rien et tout juste pour couper un peu. Benjamin il a aussi pris quelques jours, donc du coup on a fait un roulement et finalement même pour revenir, c'est-à-dire que j'avais 4 jours qui me séparaient du départ de Nassourdine au retour sur Paname, ensuite de remonter avec Cyril. Finalement, on est arrivé à la conclusion qu'il était plus intéressant pour moi, au lieu d'une séance d'entraînement, de 2 séances que j'allais apporter à Cyril, il était préférable que je me repose ici, que je passe de Vegas à Houston, que je recharge les batteries, que je prépare la fin de week ici et qu'il me retrouve, et c'est ce qui s'est passé, et c'est archi reposant de pas se taper 14 heures de retour pour taper 10 heures dans l'autre sens et tout pour partir. Et donc, ça fait du bien. Je me sens bien reposé, bien adapté, bien frais mentalement, puisque c'est du copilotage on aura du copilotage samedi. Ok. Et c'est bien que le copilote soit reposé quand même. Et puis là, bah, vous le savez, chaque semaine, vous pouvez poser des questions en commentaire et Fernand, il y répond. Là, on va les poser au fur et à mesure du podcast parce qu'il y en a évidemment énormément sur l'UFC 265. Et on a vu notamment qui revenait plusieurs fois. C'était, Fernand, c'est toujours un plaisir d'entendre tes instructions de coach grâce finalement à l'UFC Apex. Mais là, il va y avoir 18 000 personnes. Comment est-ce que toi, tu vas gérer tout ça? J'ai la chance d'avoir un thème vocal qui se distingue rapidement. J'ai un accent à couper au couteau, j'ai une intonation assez forte. En général, ma voix ressort quand même. Mes élèves, j'ai déjà eu des combats où il y avait beaucoup de monde et en général, ma voix ressort. Donc, il y a moyen que dans tout ce boucan, que je puisse me faire entendre quand même. Et puis, cependant, si je peux pas me faire entendre, on est en équité puisque ça veut dire que le coach de Derrick Lewis ne pourra pas se faire entendre. Mais en tout cas, j'ai l'une des voix dans le milieu du coaching qui porte le plus et qui se distingue le plus. Donc, dessus, je ne suis pas très inquiet. Et donc, question de Léocade de Navarre, question pour Fernand, est-ce qu'aujourd'hui, parce que oui, ça peut commencer à se poser, hein, est-ce que le MMA Factory est considéré comme une pépinière des poids lourds par l'UFC? Ok. Au lieu de répondre à la question, ouais. Moi, je vais donner la question, je vais donner les éléments à ceux qui nous regardent et puis je vais leur demander leur avis dessus qui décident. S'ils étaient les patrons de l'UFC, s'ils étaient le chef de matchmaking, à leur avis, est-ce qu'ils considéraient que une agence de management qui a fait signer Francis à l'UFC avec un palmarès de 5 victoires et 1 défaite. Donc, c'est le deuxième mec le plus jeune à avoir signé à l'UFC avec ce palmarès-là. Le premier, c'était Cain Velasquez. Cain Velasquez, déjà installé là-bas, donc posé là-bas, très facile de le placer à l'UFC puisque Eke est déjà bien connu par Dana White et donc c'est facile pour lui dire à Dana White, on a un poids lourd, un jeune qui n'est pas mal, qui veut se placer. Donc, pour la petite histoire, quand Francis a 3 victoires et 1 défaite, je vais le proposer à Joe Silva, qui était l'ancien matchmaker de l'UFC. Joe Silva va me rironner en disant, mais Lopez, qu'est-ce que tu m'envoies? Le mec a 4 combats sur lesquels il a 1 défaite, mais c'est mort. Jamais je prends des mecs avec ces niveaux. Je réinsiste. Je repars avec un message en lui disant, je pense vraiment que tu devrais donner l'attention à ce cas. Francis est particulièrement bon et c'est intéressant pour toi de le signer maintenant parce que
il est sur la fraîcheur où on peut complètement le modeler et en faire un champion de l'UFC. Et il me dit, il a besoin de se faire tester encore un peu. Et je vais avoir un autre combat de français, je sais plus c'était contre qui. Et donc, ça lui fait 4-1. Je rattaque Joe Silva avec un message en lui disant, je pense que, regarde la victoire et regarde le combat qu'il a fait, c'est intéressant. Il pourrait, ça c'était après le combat de la Suisse, quand il va battre un jeune en Suisse avec une guillotine, alors qu'il est censé être le striker. Et Joe Silva me dit, mais non, j'ai besoin qu'il soit texté par des mecs un peu plus forts parce que ça se trouve, il a encore, à l'UFC, ils disent, is green, il est encore vert, il n'est pas encore assez testé, il va perdre. Et je lui dis, justement, c'est pour ça qu'il faut le signer. Parce que tout le monde peut perdre. Tout fighter, aussi bon qu'il soit, peut perdre à un moment donné. Zoumana Cissé, qui a battu Francis, a perdu à un moment donné. Comment dire, Saladin Paradinas, très bon, a perdu à un moment donné. Morgan Charrière, très bon, a perdu à un moment donné. Tout le monde peut perdre à un moment donné. C'est maintenant qu'il faut le signer avant qu'il ne soit perdu. Il va perdre et il va être perdu à un moment donné. Il va rentrer dans la classe de tous ces fighters qui sont moyennement bons parce qu'on dit, bon, il gagne, il perd. Tout le monde perd à un moment donné. Et mon argument va le toucher, mais il va pas céder. Et ce que je vais faire, c'est que je vais contacter un ami à moi, Thiago, Okamura, pour lui demander de m'aider à ce que Francis affronte quelqu'un qui était déjà sous le radar de l'UFC. Un Brésilien connu par l'UFC et l'UFC allait le signer bientôt. Je lui dis, et lui me dit, attends, si je te mets mon gars, ça veut dire qu'il y a des risques que mon gars, moi, que je vais signer, perde le combat. Et donc, du coup, toi, tu gagnes le combat. Où est mon intérêt? Et donc, je vais lui dire, regarde, l'intérêt, c'est que si jamais tu le signes, je co-manage avec toi dessus. Je partage le management avec toi dessus. Donc, je vais faire ce deal avec Thiago et on va représenter Thiago et moi, après être allé au Bahreïn, après avoir battu le Brésilien, on va représenter le dossier à Joe Silva. Et je dis à Joe Silva, je me rappelle de cette phrase, je te promets, Dana White va être super content de toi quand tu auras signé ce petit. Oh et là bon, il là va là le signer là. finalement à 5-1. Et je me rappelle dès la première victoire de Francis vis-à-vis face au Brésilien, j'oublie son nom, j'oublie comment il s'appelait. Luis Enrique. Luis Enrique, il va le remonter, percuter tout. Et je me rappelle à la fin du truc, il serre la main à Francis, il dit good job, il me serre la main à moi, il me regarde, il me dit very good job. et donc, si tu veux, voilà un peu l'historique, comment elle commence avec l'histoire des poids lourds. Après, quelques temps après, Joe Silva s'en va de l'UFC, il laisse la main à un autre matchmaker qui s'appelle Sean Shelby, et pour soulager Sean Shelby, on ramène un autre matchmaker qui s'appelle Mick Menard. Et donc, on sait que Mick Menard s'occupe des poids lourds légers, des middleweight et des filles et des garçons à moins de 57 kilos. D'un autre côté, on a Sean qui s'occupe, lui, de tout le reste, donc 77, 70, 61 kilos et 66. Ensuite, je vais dans la foulée placer à l'UFC Yon Kutelaba. Donc Yon Kutelaba arrive, un personnage particulier, voilà, il a quand même du charisme et tout. Il va faire son combat, il gagne, il perd, il gagne, il perd. Cependant, il fait de la guerre, de la grosse guerre et tout. Il fait son personnage d'Hulk et tout, ça passe et tout. Donc, bon pour le business. Ensuite, va arriver Cyril Gane. Cyril Gane fait son premier combat. Il n'a pas encore combattu. Hein. Il va faire son premier combat pour la ceinture du TKO au Canada. J'appelle Mick Menard et je lui demande, il y a quelque chose qui va se passer ce soir. Check sur UFC Fight Pass. J'ai choisi que mon gars a combattu sur UFC Fight Pass. Regarde ce qui va se passer. Je pense que vous avez un nouveau champion de l'UFC. Il n'a pas encore fait un seul combat en MMA. Il a juste des combats en Muay Thai, mais je le vends de cette manière. J'envoie, je dis juste regarde, ensuite appelle-moi quand on a fini, texte-moi, dis-moi n'importe quoi. Et donc, il va regarder le match et à la fin du match de Cyril, sur un adversaire qui essaie absolument de le cadrer, de l'amener au sol, Bobby Sullivan, lui va finalement l'amener au sol, le finaliser par soumission. Il va me dire, good job, je vais te le prendre pour le contender série. Il y a un combat. Et je vais lui répondre, non, il n'est pas fait pour le contender série.
il est fait pour directement l'UFC. Je pense que tu devrais vraiment le signer directement pour l'UFC. J'attends quelque temps, on fait le deuxième combat, défense de la ceinture contre Adam Daeshka. Adam Daeshka est sur la liste de l'UFC pour combattre à l'UFC. On va le signer bientôt à l'UFC. Cyril arrive, masterclass. Il a un orteil pété, un poumon pété. Je ne donne même pas l'information à Mick Ménard de regarder le combat. Il suit le combat directement. Boum. À la fin du combat, je reçois un texto de Mick Ménard. Je le veux tout de suite. Je vais expliquer à Mick Ménard, attention, Cyril est encore sous contrat, 4 combats avec le TKO. Je vais négocier avec le TKO pour le libérer. Ensuite, je reviens vers toi. Et donc, du coup, si l'UFC attend de moi la lettre de libération. Je vais parler avec Stéphane Debose du TKO. Je vais négocier avec lui. Et finalement, on va trouver cette porte de sortie. On va dire, le gouverneur de Montréal a encore envie de voir Sergan combattre une fois au Canada. Vous nous donnez un combat, on vous libère éventuellement. Et donc, c'est ce qui va se passer. Et donc, il va signer sur le 3e combat, mais en réalité, l'UFC m'avait déjà envoyé le contrat sur le 2e combat. C'est-à-dire que tu as mis un mec à l'UFC, donc le Management Factory a mis un mec à l'UFC, Francis Ngannou, à 3-1. Ce mec-là, au bout de 13 combats, va faire la ceinture de l'UFC. Son 13e combat de MMA. Ensuite, au bout de 2 combats, tu mets un mec à l'UFC et quand il a son 9e combat, il fait la ceinture de l'UFC. Entre-temps, tu leur as donné Yon Kutelaba qui, mine de rien, fait pas mal de shows. Il perd souvent, mais il fait pas mal de shows. Entre-temps, tu leur as donné Alan Bodo. Entre-temps, tu leur as donné Nassourdine qui vient de rentrer dans le top 20. À ton avis, est-ce que le Management Factory peut être considéré comme étant un réservoir ou une agence sur laquelle l'UFC peut compter, en sachant que sur le série, on vient de placer un mec invaincu, Nassourdinov, qui va combattre en septembre, le 14 septembre, ok, en sachant que moi j'ai eu une promesse ferme pour ce qui était de Rizlen pour entrer à l'UFC, mais n'a pas pu le faire parce qu'effectivement, avec la défaite qu'il y avait eu, ça a été compliqué. En sachant que il y a Gadzi qui vient de rentrer à l'UFC, au Contender Series pour le mois d'octobre. Donc c'est un autre Dagestanais qui va combattre sur le Contender Series. Je pense qu'aujourd'hui on peut dire sans risque de se tromper que on a quand même des rapports assez corrects. Maintenant, je laisse le collègue qui a posé la question faire un examen de tout ce que j'ai raconté, des histoires assez authentiques, de dire à son avis s'il était le boss de l'UFC, est-ce qu'il considère qu'on peut compter sur le Management Factory? Ah oui, non mais de toute façon, je pense que tout le monde s'attendait à ce type de réponse quand t'as commencé par OK. D'accord, Fernand commence par OK, c'est qu'on va en avant pour notre argent. Et plus globalement, d'ailleurs, du côté des... Oui. J'oubliais quelque chose. Ah. Le cas de Véronica Macedo. Véronica Macedo, à la base, elle est managée par Cartel MMA. C'est l'un des plus gros managements en Pologne. Elle va être sur la liste des départs pour sortir de l'UFC. Elle va me contacter, elle va me demander est-ce que tu peux parler avec Mick? Je pense que vous avez des bons rapports. Je pense que c'est fini et que j'ai enchaîné 2 victoires, 2 défaites consécutives et que ça va, je vais sortir de l'UFC. Je vais écrire à Mick et il va me dire effectivement, je pense qu'elle est entrée à l'UFC très tôt, elle est encore super jeune, elle a 22 ans. J'ai pour plan de la sortie de l'UFC. Et je vais lui dire, Mick, donne-moi une dernière chance. Elle va déménager, elle va arriver au MMA Factory. Je prends soin de sa préparation, je m'occupe de sa préparation, je m'occupe de son management et on essaie de remonter la pente. Et il va me donner l'opportunité, il va la rasser sur l'UFC. Je trouve que ce sont des bonnes performances pour l'UFC. Voilà,
plutôt du bon management. Je trouve que mon équipement, on s'en sort pas mal. Et du coup, et du côté des athlètes, justement. Du côté des athlètes, est-ce que là aussi, il y a cette reconnaissance au-delà de la part des organisations? Et est-ce qu'aujourd'hui, tu vois, t'as pas mal d'étrangers, même si là t'as parlé des Dagestanais, qui viennent, même des Américains peut-être, qui te contactent directement, qui sont dans ces catégories-là? Oui, beaucoup, énormément. C'est simple, hein. Le roster des poids lourds, le réservoir des poids lourds au monde, au même endroit, il y a pas plus que ça au MMA Factory. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr. J'ai bien envie qu'on me le montre en fait, qui est une salle qui a plus de 84, de 93 et des poids lourds que nous. Maintenant. Il y a peut-être ATT, peut-être, quand on compte tous les ATT, mais en dehors, je pense que C'est pas faux. ouais. C'est pas faux. C'est pas faux. Parce qu'il y a une tonne de Brésiliens qui viennent d'arriver, de jeunes qui viennent d'arriver, qui sont passés par le contender série, qui sont rentrés. Parce que l'ancienne génération Etiti, ils sont quasiment tous allés à la retraite. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est clair. Et il y a une nouvelle vague qui vient d'arriver, justement. J'ai pas pensé à ça. Oui, je pense qu'il y a un bon futur là-bas, en termes de poids lourd. Mais, encore une fois de plus, on a beaucoup de sollicitations, notamment des Anglais. C'est incroyable. En fait, je savais pas qu'il y avait autant de poids lourds anglais. J'ai vraiment beaucoup de poids lourds anglais qui demandent à venir s'entraîner chez nous. Beaucoup plus pour le sparring, hein, pas forcément le management. J'ai beaucoup de poids lourds, c'est quoi, allemands. Il y a 3 jeunes Allemands qui je pense que ils font partie du futur, dans la manière dont ils bougent, la jeunesse, la fraîcheur qu'ils ont et comment ils bougent en poids lourd, c'est intéressant. Et puis il y a des stars déjà établis, comme Shamil Abdouragimov par exemple, devait déjà venir s'entraîner au MMA Factory juste avant qu'il ne soit programmé pour affronter Cyril, et c'est là où ça a avorté. Et on a remis ça à jour il y a quelque temps. Voilà, on a pas mal d'athlètes de bon niveau qui souhaitent soit pour le sparring, soit pour le management, venir de ce côté-là. Revenons à l'UFC 265. Question de Rémi. Fernand nous dit merci pour ces contenus géniaux. Question pour Fernand. Vous allez vraiment focus sur les low kicks pour le combat Gane-Lewis ou c'est une petite intox? Je suis pas sûr d'avoir dit ça que j'avais mais je crois pas non plus. C'est pour ça que j'étais assez surpris, mais bon. Voilà. Tu peux nous dévoiler le game plan quand même. Hein. Oui, je vais vous le dévoiler. Il est binaire en réalité. Il n'est pas compliqué ce game plan. On peut pas parler d'autre chose. Est-ce qu'il y aura des kicks? Certainement, il y aura des kicks. Il y aura forcément des kicks. Mais pour kicker Derrick, il faut le mettre sur une situation où il est sur les talons. Si tu kicks Derrick pendant qu'il est sur la pointe des pieds et qu'il charge vers toi, tu vas tomber. Alors que même si t'es pas KO, la stratégie de Derrick Lewis, si je suis son coach et que je fais du profiling, la stratégie, c'est de boxer en avançant de façon à ce que quand la jambe de Cyril est en l'air, qu'il soit bousculé et que son équilibre soit rompu. Voilà, techniquement. Donc, pour pouvoir placer des low kicks, il faut qu'ils soient comme celle low kick qu'on a mis à Dos Santos. Dos Santos a mis pas mal de low kicks. Mais si tu mets des low kicks en frontal sur Dos Santos sans les masquer, sans les préparer, tu te prends un mauvais bras arrière. Et ce qui s'est passé, c'est que Cyril va boxer, envoyer une série de coups. Et quand Dos Santos est sur la défensive et qu'il est sur les talons et qu'il ne peut pas venir contrer, là, il va prendre les low kicks, dont ce fameux low kick qui était comme une espèce une espèce de fouet derrière les fesses. Parce qu'il est battu déjà. Donc, oui, c'est possible qu'il y ait quelques kicks, mais ce n'est pas la bonne chose à faire n'importe comment. Tu ne peux pas kicker Derrick Lewis n'importe comment. Tu t'exposes gravement à son bras arrière. Voilà. En tout cas, les coups de pied circulaires te mettent en danger et vaut mieux opter pour des coups de pied rectilignes. Et donc alors, la stratégie globale contre Derrick Lewis? La stratégie globale, c'est de rester intelligent, c'est-à-dire que
le but, c'est de finaliser Derrick, mais finaliser Derrick, faut pas être fou non plus. Faut pas faire n'importe quoi. Faut pas se mettre dans une situation où tu es gravement en danger. Faut toujours choisir les bons essais. Donc, à chaque fois, on révise tous les soirs. À partir d'aujourd'hui, on s'entraîne. Je sors juste de l'entraînement. Là, il est 3 heures du matin ici et je sors de l'entraînement. Donc, vis-à-vis tous les soirs, on va organiser les scénarios possibles d'entrée et de touche. Et je pense que c'est à l'usure qu'on peut avoir Derrick. Et encore, à l'usure, c'est l'un des mecs qui encaisse le plus, quoi. Quand tu vois tout ce qu'il a encaissé de Volkov, il encaisse le plus, donc c'est pas facile de l'user. Mais l'idée, c'est d'attendre la viande avant de pouvoir mettre la main dessus. Et justement, tu parles assez souvent de cette cacahuète magique, l'équalizer ultime que possède Derrick Lewis. Est-ce que là, ça y est, tes nuits sont un petit peu plus calmes maintenant vis-à-vis de cette cacahuète, ou quand même, de temps en temps, ça te réveille un peu? Non, elle va être là permanente. Ça s'appelle c'est pour ça que ça s'appelle if bomb. Ouais. C'est if. S'il te touche, t'es embêté. Donc, du coup, ça existe toujours. C'est là le if bomb. C'est que, à tout moment, il peut toucher. Et ce qui est bizarre, c'est que même très, très tard dans la compétition, il peut toucher. Donc, ça va nécessiter plus l'éveil mental. Ce combat va être plus un combat mental qu'un combat physique, finalement. Physiquement, il n'y a pas trop match. De manière je parle de athlétisme pur, il n'y a pas trop match. C'est dans la patience qui va, vous savez, il y a la hyène est considérée comme l'un des chasseurs les plus patients au monde. Fait que il va blesser un peu sa proie, mais la suivre très très longtemps sur des centaines de kilomètres s'il faut, jusqu'à ce que ça s'épuise. Et c'est la stratégie d'Eric, c'est son plan, c'est d'être très très patient. Et il a juste besoin d'un moment pour équaliser. C'est que, quel que soit ce que tu lui auras fait, il aura besoin d'un moment pour sortir l'équaliseur, pour sortir le F-bomb. Et donc, du coup, l'idée, c'est de rester sur ce qu'on fait bien et d'être patient aussi, de ne pas s'enflammer et d'être patient, de passer l'accélération au bon moment. Et voilà, il n'y a pas... Est-ce que non, je vais rester vigilant tout le temps. L'idée, c'est que le moment où Cyril peut être pris, c'est au moment où il est en confiance et que ça se passe très bien. Et mon rôle, le rôle de l'équipe, c'est de lui rappeler en mode copilote, attention, t'es en train de prendre confiance, il peut t'éteindre, attention. Ça, c'est un rappel permanent. C'est ça mon rôle, de dire, les gars, vous êtes là dans le coin avec moi, votre rôle, c'est de répéter, attention Cyril, sois prêt à bouger, sois prêt à esquiver, sois prêt à frapper, parce qu'attention, tu es en train de prendre confiance, tu as baissé tes bras. C'est un match mental. Finalement, c'est un match qui va demander beaucoup d'adaptation neurologique. Et finalement, quand même, là, le fait que Cyril, il ait eu ce combat face à Jairzinho Rozenstruik sur 5 rounds, le combat face à Volkov sur 5 rounds, est-ce que ça, toi, ça t'apporte aussi un petit peu des éléments qui te rassurent un petit peu quant à la capacité de Cyril de gérer ces mecs-là qui peuvent potentiellement éteindre quelqu'un en un seul coup? Absolument. J'avais déjà la certitude qu'il est particulier. Ce n'est pas un hasard s'il y a un mec qui réussit à sortir de 5 combats à l'UFC chez les poids lourds sans une égratignure. C'est pas un hasard. C'est-à-dire, il y a quelque chose de spécial chez lui. 5 combats sans une égratignure à l'UFC, c'est pas un hasard. Ensuite, on arrive sur le 6e combat et je lui annonce avant même que le combat ne commence, j'ai une bonne nouvelle, c'est que j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que tu vas prendre beaucoup de coups. La bonne nouvelle, c'est que si tu prends beaucoup de coups, si tu acceptes le fait que tu vas aller prendre des coups, tu peux peut-être le finaliser encore, mais en tout cas, tu vas gagner. Et donc, effectivement, il a pris des coups. Mais c'était le combat où il fallait prendre des coups parce que pour la première fois l'autre a beaucoup d'allonge, tu peux pas entrer comme ça gentiment sans que tu ne croises quelque chose en système défensif. Là cette fois-ci
euh, ça rassure de savoir que tu ne peux plus dire, ah, il n'a jamais fait de main event. Non, des main event, il en a fait. Tu peux pas dire, ah, il n'a jamais fait 5 rounds, des 5 rounds, il en a fait. C'est l'avantage de faire 5 rounds. Des personnes qui s'arrêtent à un round et tout, on ne sait pas si elles peuvent faire 5 rounds. C'est inquiétant de faire 5 rounds. Donc, c'est bien d'aller sur un combat où tu dis, bon, techniquement, je survole. En général, je survole. De manière générale, je vais survoler Derrick. Effectivement, je peux le survoler et puis à la dernière seconde, il me couche, mais c'est quasiment sûr que je vais le survoler techniquement. Ensuite, en termes de bioénergétique, je vais gérer le bioénergétique. Maintenant, il me reste quoi? La concentration. Il faut que j'ai un coach qui soit frais pour m'indiquer qu'est-ce qui se passe, pour me donner les informations nécessaires au bon moment. Et normalement, je devrais pouvoir m'en sortir. Et si je veux la cerise sur le gâteau, je vais accélérer un peu plus pour apporter une fréquence qui va amener le delta et la différence entre l'ancienneté, l'expérience et la jeunesse. Mm-hmm. Il faut qu'on mette en avant le fait que la fraîcheur va pousser la machine pour que pour venir équaliser et venir équilibrer avec l'expérience, très grosse expérience de la part de Derrick Lewis. Mais encore une fois de plus, c'est très rassurant de savoir que quand vous avez vu le combat Volkov contre Cyril, vous aviez quand même l'impression que c'était Cyril le plus expérimenté finalement. Il avait 9 combats contre un mec qui a 41 combats, mais il a géré de main de maître finalement, et ça s'est joué à l'expérience finalement, mais de la nouvelle expérience, c'est-à-dire que on voit de la maturité dans la manière dont il combat. On se dit qu'il est assez intelligent et qu'il peut suivre les consignes et aller jusqu'au bout. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va poursuivre avec les questions, parce que bon... Ah oui, d'ailleurs, avec les questions. Entre les questions, là, avant le combat contre Volkov, t'as dit que t'avais reçu un appel de l'UFC qui disait si ça se passe bien, va y avoir le combat pour le titre qui va arriver. Est-ce que là, t'as eu déjà le même appel de l'UFC pour le combat pour l'Undisputed Title? Bah oui, c'est garanti, c'est sûr. Ah non, mais je veux dire une date potentielle. Non, date, non. La date, pas encore, mais oui, mais c'est certain que il est censé se faire. Maintenant, tant qu'on n'a pas signé un contrat, faut pas trop sauter. Et même quand on a signé le contrat, tout peut changer. Avec, en gros, s'il y a une belle négociation qui se passe là tout de suite entre John Jones et Francis, il est possible que l'UFC dise, bon, les gars, attendez un peu parce que ça, c'est important pour nous. Donc, on sait jamais ce qui peut se passer. Il faut garder l'humilité, il faut garder la tête sur les épaules. Mais en tout cas, tout porte à croire dans la manière dont ils construisent les embedded, les countdowns, dans la manière des questions qu'ils posent et comment ils construisent l'histoire, la narration. Tout porte à croire qu'ils vont vers la réunification. Tu t'attends à combien de pay-per-view pour le 265? Pas beaucoup. Ok. Ouais, je pense que ce sera autour de 500. Je pense que dans le meilleur des cas, ça va faire 700. Je ne pense pas que ça puisse faire plus. Je pense que Cyril est encore très jeune pour produire du pay-per-view. Il a encore beaucoup de choses. Autrement, on ne le connaît pas encore. La dernière vidéo de le countdown qui est sorti, non, avant le countdown déjà, il y a eu l'interview avec John Gooden, qui est une interview de l'UFC qui a été postée, et tu sens que les gens le découvrent. Enfin, sur les commentaires, tu sens que les gens disent, ah, je connaissais pas, mais finalement, il est sympa, il est bien, j'aime bien. Ah, finalement, je vais le supporter. Enfin, je vais le suivre. Il devient mon favori. Il est super sympa. Voilà. Ce genre de remarques montre que outre-Atlantique, les gens ne le connaissent pas encore et donc pour pouvoir produire le pay-per-view, ça commence déjà là-bas. Effectivement, le marché français est capable de produire le pay-per-view, mais c'est encore très faible le pay-per-view français. Les Anglais, probablement, l'Asie, probablement, l'Afrique, probablement, mais la France est encore faible. Donc, je ne m'attends pas à ce qu'il explose le pay-per-view. Mais quoi qu'il en soit, c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire que se retrouver sur une carte où tu vas partager
quelque chose, c'est déjà pas mal. Et ensuite, avoir la garantie que quand tu arrives sur la carte si jamais il gagne, quand il arrive la vie de Francis, il a du pay-per-view, c'est bien aussi. Donc, ouais, voilà. Mais non, je pense pas que les chiffres. Ah, il nous a lâché un petit truc là. Je pense pas que les infos, je pense pas que le chiffre est si énorme que ça. Ah, bon. Alors on poursuit, question de Machiavel. Question pour Monsieur Lopez. Dans une interview, vous avez dit que Monsieur Gane était capable de battre Monsieur Lewis juste avec son jab, mais qu'il ne le fera pas parce que vous chercherez la finalisation. Est-ce que rechercher la finalisation face à un adversaire aussi puissant que Monsieur Lewis qui peut éteindre la lumière à n'importe quel moment n'est pas prendre un risque inutile? Est-ce que maintenant que le combat pour le titre est en vue, il ne faut pas mieux être le plus prudent possible et se contrefoutre des critiques des obsédés du chaos qui disent que Monsieur Gane est ennuyeux? Ah. La première des choses, c'est que la décision de pouvoir être un peu plus offensif n'est pas une décision vis-à-vis des critiques. C'est pas ça le but, en fait. La décision, c'est d'évoluer. L'athlète qui est Cyril, il a envie d'évoluer, il a envie d'être complet, il a envie d'être black belt de jiu-jitsu brésilien, il a envie d'être finisseur, il a envie d'évoluer, et dans l'évolution, il a envie de pouvoir un jour prédire à quel round il va finir le gars, il a envie d'évoluer, et donc pour évoluer, il faut aller chercher un peu plus. Est-ce que c'est risqué? Absolument, c'est risqué. Est-ce que c'est un risque inutile? Je ne pense pas que c'est inutile. Je pense que se contenter de jabber, se déplacer, apporte une victoire, mais une victoire sans saveur. Et je pense que il a tellement d'âme. Ce que Cyril est capable de faire un coup de coude, c'est magistral. Enfin, en termes de festival de coups de coude, genre coup de coude, des retournées, des remontées, des machins, c'est vraiment un festival. Aujourd'hui, on s'entraînait, je sais pas le nombre de fois où je me suis tenu la tête. J'ai cru qu'il avait ouvert le crâne de Michael Longuge. Là, à l'entraînement, enfin, quand il est en période d'affûtage, il est vraiment affûté. C'est le cas de le dire. Et donc, il sort des coudes à des formes de corps, enfin, tu n'imagines pas. Ce serait dommage de rester toujours loin et attendre ce moment-là de mettre jab et gagner comme ça, alors que c'est de l'entertainment et qu'il faut aller donner un peu plus. L'idée, c'est toujours de trouver le risque, mais le risque calculé. Comment je calculerai? Et c'est là où intervient l'intelligence. C'est de dire que sinon, il y aurait pas de belles actions. Tu ne peux pas faire la masterclass que Conor McGregor a fait à Eddie Alvarez si tu ne prends pas le risque. Conor McGregor le touche et il va se mettre le bras arrière. Il esquive le coup, il va mettre le bras arrière, mais il y a 10 centimètres qui séparent le dernier coup de poing d'Eddie Alvarez et sa barbe. Et la deuxième fois, il va rapprocher encore plus au point où Eddie Alvarez lui frôle la barbe et là, il va mettre son combo magique qui rentre dans les annales. Donc, je pense que il y a un risque à prendre, il y a un risque calculé à prendre. Faut pas non plus être très fou, mais il faut prendre un peu de risque quand même pour pouvoir avancer. C'est plaisant, tu vois, de voir que les athlètes progressent et petit à petit ajustent le tir pour aller chercher un peu plus de risques. Et donc voilà, on va essayer de calculer que le risque soit peu élevé, mais on a quand même envie d'aller chercher un peu plus de risques. C'est un risque calculé, un risque, on va dire, plafonné, mais on va quand même aller chercher un peu de risque. Et par rapport à Derrick Lewis, bon, là j'ai l'impression, en tout cas là ça n'engage que moi, je vais peut-être me faire rappeler à l'ordre par Fernand, hein, mais j'ai l'impression, mine de rien, et puis même dans ce que les gens disent, tu vois, qu'aujourd'hui, j'ai rarement vu enfin j'ai même quasiment jamais vu, j'ai vu personne dire Derrick Lewis va gagner contre Cyril Gane. Cyril est favori des bookmakers. Est-ce que toi, quelque part, c'est pas compliqué de gérer ça dans le sens où, finalement, c'était le combat précédent qui avait l'air d'être le plus chaud pour Cyril que celui-là? Parce que même si t'as dit que oui, il est très dangereux, il est très dangereux Derrick Lewis,
On l'a déjà vu être battu. On a déjà vu la stratégie qu'il fallait mettre en place pour le battre. Attention, ça, statistiquement, il reste très dangereux quand même. Dans le sens où le record des KO à l'UFC, c'est pas un hasard. Ouais, ok. Un mec n'a pas le record des KO à l'UFC juste au hasard, quoi. Enfin, ça veut dire qu'il tape. Du coup, il faut rester prudent. Moi, les bookmakers, les odds je sais pas, ça ne joue pas beaucoup sur la balance. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a un risque, même s'il est minime, que ça arrive. Et il faut juste rappeler aux gars, attention, joue pas avec le feu. Ce combat, c'est comme la THT, le courant à très haute tension. Je viens de l'électrotechnique et sur la THT, j'avais un professeur qui disait, tant que tu respectes le courant, tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux aller toucher la THT comme tu veux, juste ne te mets pas en tension. Tension veut dire que si tu mets tes deux mains sur deux pôles, phase et négatif, et que tu touches tes mains dessus, bah, ça va être polarisant. C'est simple. C'est que si tu touches juste la partie phase et que derrière ça, tu as ton gant en plastique ou que tu as un isolant, tu n'auras pas de problème. Tu peux jouer comme tu veux avec l'électricité. Si tu as un bois, une matière qui ne conduit pas l'électricité, tu n'as pas de problème. Si tu touches l'électricité avec un contact direct de ta peau ou avec de l'eau ou avec autre chose que le bois ou du plastique, quelque chose qui peut être métallique ou conducteur, tu vas te faire électrocuter. C'est aussi simple que ça. Sur ce combat, je me vois comme quand je faisais des câblages et que je jouais avec l'électricité que je touchais, mais j'avais voilà tout ce qui était isolant et donc je pouvais toucher, mais j'étais très concentré à ne pas mettre ma main sur n'importe quoi, sur un fil dénudé et me faire électrocuter. C'est l'analogie que je peux mettre dessus. C'est un match tendu. C'est pas la peine d'essayer de comprendre, de prédire l'avenir, de dire oui, il avait fait ci, il avait déjà perdu avec un tel, donc il peut perdre, il avait déjà KO'té des mecs à la dernière seconde, il peut KO'ter. Enfin, on va continuer à faire des hypothèses, des déductions, mais on est très loin de la réalité. La réalité, elle est simple, c'est que on a de la THT, de la très haute tension. Faut juste pas se débrouiller pour qu'on soit le conducteur. Si le courant nous traverse, on est mort. Oh là 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 là, pouf. Bon bah voilà, je pense qu'on va enchaîner sur les actualités du moment, parce qu'il y a quelques actualités bien évidemment. On va commencer par le capitaine du MMA Factory, Jérôme Le Banner, qui a été annoncé pour un retour face à Bombardier. Alors que penses-tu de ce retour de Jérôme? Oh, je ne m'attendais pas à ça, c'est dur ça comme question. Personnellement, moi je trouve que c'est, tu vois, par rapport à la plupart des combats où il y a ancienne génération contre jeune génération, là c'est deux quadragénaires, deux mecs qui sont considérés comme des légendes de leur sport, dans un sport qui est, sur le papier en tout cas, terrain neutre, ça me dérange pas vraiment, tu vois. C'est compliqué pour moi, mais je vais y répondre avec pas mal d'authenticité. Jérôme Le Banner m'a demandé de l'accompagner sur ce combat. Jérôme est comme mon frère. C'est un ami. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. J'ai été fan de première de Jérôme Le Banner. Il a accompagné ma jeunesse. Et il a tellement fait pour le sport que j'ai l'impression qu'il n'a plus rien à prouver. Et surtout, j'ai l'impression qu'il ne fera plus rien qui pourra battre ce qu'il a fait. C'est-à-dire que si moi, Fernand Lopez, on me demande d'aller faire un combat de MMA aujourd'hui, la question est, est-ce que je peux mieux combattre que quand j'étais à mon prime? Sinon, viens, on laisse tomber. Et en gros, c'était très compliqué pour moi
de parler franco avec mon ami. Donc, tu as ton ami qui t'appelle et qui dit, coach, let's go. Moi, j'ai un combat tel jour. Et donc, après mûre réflexion, je l'ai appelé, je l'ai appelé et puis je lui ai dit, bon, je voulais pas répondre par texto, comme je fais d'habitude rapidement, je préfère t'appeler en direct. Je n'aime pas que tu combattes. Je n'aime plus que tu combattes. Je sais que tu le fais pour le plaisir, tu aimes ce truc, tu es encore là, je le vois aux entraînements, t'es à la pêche. Mais je ne vois pas comment il y aura du spectacle. Hein. L'organisateur, c'est Kader Marouf. Ça va être bien. Prenez vos places, prenez les tickets. Très bel événement. La carte, elle est de ouf. Jérôme, c'est un guerrier. Il continue à se battre. Bombardier, c'est un guerrier. Il y aura de l'action. Il y aura du spectacle. Mais mon avis que je donne là, c'est un avis personnel, un avis émotionnel. Je fonctionne avec les émotions. Et j'aime profondément Jérôme Le Banner. Et chaque fois qu'il combat, j'ai l'impression que peu importe ce qu'il va faire, s'il bat Bombardier, on va dire, ah, il a battu un vieux mec qui ne fait même pas de sport, qui a 160 kilos. Le mec, il n'est même pas dans une catégorie de sportive. Il peut pas faire 120 kilos comme en MMA. Il sera au-dessus du poids réglementaire. On va dire, il a battu un gros qui ne bouge pas. Alors que c'est un monsieur qui a fait de la vraie lutte et qui est dangereux. Mais comme il sait pas boxer, on attend que Jérôme puisse le battre facilement. Quel que soit ce que Jérôme gagne aujourd'hui, on va dire, mais il a gagné une chèvre. Il peut plus gagner des gens, il va plus battre des gens au prime. Et donc, j'ai l'impression que quel que soit ce qu'il fait comme effort, ça ne peut être que du négatif vis-à-vis où il a mis la barre. Il a tellement mis la barre haute que c'est difficile. S'il perd, pire encore, les gens vont considérer ça mal en disant, bon, il est en train de détruire son image. Donc, de manière amicale, je lui ai donné mon conseil de dire, tu as beaucoup d'activités. Jérôme Le Banner TV, c'est une belle plateforme. Tu bosses bien avec. Tu enchaînes les tournages. Là, il sort de l'Italie. Là, il vient de faire un long tournage pour un très bon film qui va sortir bientôt. Ça tourne, ça bouge. Et voilà quoi. Je sais pas, j'espère qu'il va pas mal le prendre, que les discussions que j'ai eues en privé avec lui, que je la sorte publiquement. Mais je ne veux que ce qui va le sublimer. Et je ne vois pas comment il peut encore se sublimer après avoir été ce qu'il a été. J'ai l'impression que pour se sublimer, il faudrait juste qu'il reste le parrain dans des organisations. C'est le parrain du Glory. Il pourrait être le parrain d'Ares. Il pourrait être le parrain il pourrait parrainer voilà quoi. Il a un très bon projet en ce moment qui est une organisation de sport amateur et tout. Voilà comment je vois. Donc, ça, ce n'est que mon avis. J'ai terminé mon message ma conversation en lui disant, je suis en amitié, je suis extrêmement loyal et je suis un soldat. Si tu insistes et que tu veux y aller, bah écoute, mon frère me demande d'aller en guerre avec lui, j'irai avec lui. Mais encore une fois de plus, je t'implore de pas le faire. Ah ouais. Voilà quoi. Je souhaiterais, voilà quoi. Mais encore une fois de plus, je suis dans l'émotion quand je dis ça. Peut-être que je suis pas rationnel, peut-être que je raisonne pas bien. Je dis que, par exemple, sur Ares, à un moment donné, il était question de le mettre sur Ares. Ensuite, j'ai changé d'avis. Et pourtant, Jérôme, tu le mets sur un événement comme Ares. Bah, pour le coup, on aurait pu avoir ce combat-là, parce que Bombardier Voilà. est sénégalais, donc ouais. Ah, c'est ça, les deux, ce sont des amis. Bombardier, je parle très bien avec, on était en négociation, il y a aucun souci. Pour le coup, ils ont une très grosse visibilité.
Mais encore une fois de plus, Bombardier pourrait combattre jusqu'à 90 piges. Je suis pas affecté, en fait. Ça me gêne pas. J'ai pas une approche comme celle que j'ai avec Jérôme. Je connais quasiment toute sa vie. Il se confie beaucoup à moi. Je me confie à lui. Et ça me gêne. Voilà. C'est juste voilà. C'est pour ça que quand on a commencé quand tu m'as posé cette question, je me suis senti en difficulté. C'est gênant pour moi. Bon bah voilà, donc Jérôme qui reviendra le 25 septembre prochain face à Bombardier. On enchaîne avec... Ah bah ça va cartonner. La Fat Cat, elle va tuer. Jérôme, c'est l'une des personnalités les plus aimées en France. Je pense que ce sera un beau rendez-vous. Je leur souhaite à tous les deux la santé s'ils combattent. Voilà quoi. Je souhaite que ça se passe bien et qu'ils terminent bien leur truc quoi. Je leur souhaite la santé. AJ McKee. Fernand qui s'est imposé face à Patricio Pitbull. On n'en avait pas parlé dans les futurs vus potentiellement comme le futur par Fernand Lopez. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, AJ McKee a le tampon de validation du King, en plus du $1 million qu'il vient de remporter et en plus des 2 ceintures, celle du Grand Prix et celle en tant que champion featherweight de l'organisation du Bellator? C'est difficile de dire le contraire. C'est très très difficile. Les états de service qu'ils viennent faire, c'est terrible. AJ McKee, Antonio De Carlo, alias le mercenaire, ceinture. Alors, le mec a été complètement éduqué au Bellator. Il vient de faire 18 combats au Bellator. Je pense que c'est unique. Je connais pas un mec qui a fait une carrière entière au Bellator. Du premier combat au titre, il a tout fait au Bellator. Il a commencé, premier combat au Bellator. Et c'est impressionnant. Les gens qu'il a battus, je ne connais pas tous. Il y a un nom qui m'a choqué, où j'ai validé que AJ McKee, c'était un problème. C'est Darion Caldwell, ouais. Darion Caldwell, c'est ça. Comment je le connais, Darion? C'est que en 2014, je signe au Bellator Anthony Dizzy. Ok. Donc, il y a 7 ans, j'étais le manager d'Anthony Dizzy et son entraîneur, et je le place au Bellator. Le premier combat qu'on lui donne, alors qu'Anthony Dizzy a 5 combats, on lui met un mec qui a 4 combats, qui s'appelle Darwell. Et ce mec-là, quand je vais checker pour faire le game plan pour Anthony Dizzy, je me rends compte qu'il est NCAA. Qu'il a été 2 fois champion de tous des États-Unis de lutte. À l'université, ouais. Donc, Anthony Dizzy, très bon lutteur. Je pense que c'est l'un des meilleurs, enfin, celui qui a le mieux converti sa lutte en MMA en France, c'est Anthony Dizzy. De la même manière que celui qui a le mieux converti son judo en MMA, c'est Kara Moussou. C'est indiscutable. Je prédis un avenir de bons lutteurs en MMA à Zelim Khan. C'est un acharné du boulot qui évolue en quelques mois de manière furieuse au sol, qui évolue tous les jours en boxe. Et je pense qu'il va pouvoir faire ce transfert qu'a fait Anthony Dizzy avec le palmarès qu'il a de champion du monde, de 6e aux Jeux Olympiques. C'est phénoménal. Mais en tout cas, Anthony Dizzy va se faire marcher dessus par Caldwell sur l'espace de la lutte de manière très compliquée. Et là, tu te dis, waouh, c'est quoi ce niveau? Sauf que AJ McKee va le battre, lui, le ancien champion du Bellator, hein. Avec ce gars-là qui a sorti Anthony Dizzy du Bellator Anthony Dizzy a tellement été malmené par le gars que on a signé pour 4 combats. Il est sorti du Bellator dans la foulée. Ok.
Ce mec-là va perdre contre Eddie Maki en 1 minute. Mhm. Genre, Eddie Maki, il amène Eddie Maki au sol, soumission dans la foulée, fin du game. Je crois pas à guillotine. Alors, pour vous donner l'idée de ce que, pour ceux qui ne savent pas bien, l'idée de la dimension de ce qu'il a fait, Eddie Maki de battre Pitbull, il n'y a jamais personne qui a régné dans la catégorie des 66 kilos au Bellator comme Pitbull. Je pense que pound for pound, c'est le meilleur combattant que n'ait jamais eu le Bellator. Mhm. C'est un peu comme quand Conor a battu José Aldo. Aussi simple que ça. Conor McGregor vient battre un mec qui avait un règne de 10 ans imbattu, invaincu. 10 années. Conor arrive, il le clip, boum, 10 secondes, fin de game, au revoir. Bah, c'est la même chose qui s'est passée. C'est impressionnant. Bon, son histoire est particulière. Il a commencé le MMA à 3 ans. Son papa s'appelle Antonio, comment Alors là, c'est Antonio Tatamaki. C'est pas Daniel? Il y a pas Daniel? Non, c'est De Carlo. C'est pareil, c'est le même nom. C'est juste que l'autre s'appelle Junior. C'est quasiment le même nom. Ah oui, Antonio De Carlo Macchi. Voilà. Voilà. Et ce mec-là a un palmarès, je crois, de 36-8 ou un truc comme ça. Voilà. Mais qui avait un style bien moins spectaculaire que son fils. Il a 21 décisions. C'est simple. Ce mec a 21 décisions, le père, alors que le fils, je pense que sur 18 combats, il a 13 finitions. Il est à tac. Ouais, exactement, c'est ça. C'est 6 KO, 7 soumissions. C'est ça. Juste un final. Le mec a commencé avec la lutte. C'est un lutteur à la base. Mais il tombe amoureux de la boxe et il couche les gens pêle-mêle. Et oui, je pense que ce mec, on pourrait le placer. On le placerait parmi les gars Brian Ortega, parmi les gars Volkanovski, tout ça. Il ne serait pas ridicule. Je pense que dans le top 3 de l'UFC, top 5 de l'UFC, il n'est pas ridicule. J'ai rarement vu des gens aussi complets sur le MMA, aussi incisifs. Quand il décide d'accélérer, il va faire quelque chose. Soit un kick va partir, soit une guillotine va partir, soit il est extrêmement incisif sur tous les espaces de combat. Et donc, impressionnant pour moi. Très impressionnant. Est-ce que t'as déjà vu ça ou comment toi tu peux expliquer, on va dire, le fait que, tu vois, pour ma part, j'ai longtemps eu cette crainte avec Maki, tu vois, qu'ils soient un peu comme ce qui se passe d'habitude au Bellator où ils ont une pépite, ils ont un mec qui est invaincu et ils le laissent tout le temps plafonner. Ensuite, quand ils le mettent dans le grand bain, c'est un peu trop tard. Là, le gars, quand il est entré dans le tournoi featherweight, c'est quelque part là qu'il s'est vraiment révélé en finissant tout le monde. Est-ce que toi, t'as déjà vu ça, quelqu'un qui, comme ça, explose d'un coup? Oui. Il y a le truc il y a des personnes qui sont faites pour ça et des personnes pas faites pour ça. Il y a des gens, il y a des gens qui sont, des personnes qui sont faites pour le show, pour le grand bain. Je suis persuadé que, si tu prends, Taylor Lapillus, tu le laisses au 100% fight, il combat au 100% fight, bah, il n'explose jamais. Et quand tu le mets à l'UFC, il se sent investi d'un pouvoir, d'une mission d'être où il y a les gladiateurs, il te sort des performances de malade. Il y a des gens qui sont galvanisés par le show. Il y a des personnes que le show pétrifie, mais il y a des gens qui sont galvanisés par le show. Je suis persuadé que Cyril Gann, il ne démarre pas sa carrière par une grosse organisation comme le TKO. Il démarre avec des petits événements, machin. Ben, il finit dans des petits événements, machin. Il ne s'envole jamais. C'est important de repérer les personnes qui peuvent exploser dans le grand bain. Il a été construit, certes, Maki au début, mais le tournoi, ça ne rigolait pas. Le tournoi, c'était un vrai tournoi de tueur à gages et il les a désinfectés.
Oh là 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 là. Donc voilà, le futur est là. On va prendre une dernière question. Question de Is, question pour Fernand. Comme la philosophie du MMA Factory est le toucher sans être touché, comment arborerait-il un élève déjà établi comme énorme prospect et même potentiellement déjà à l'UFC avec un style de combat très bagarreur à la Justin Gaethje qui souhaiterait rejoindre le MMA Factory? Chercherait-il, donc Fernand bien évidemment, à changer son style de combat, quitte à repartir à zéro sur certains points, à continuer à travailler dans ce qui le fait réussir, ou alors serait-il même prêt à refuser de travailler avec un tel profil? Merci d'avance, surtout félicitations, et merci à toutes les superbes émotions transmises ces dernières semaines, et pour le MMA français. Oh là là. Alors. Faut pas, enfin, la plus grosse erreur que font les jeunes coachs, c'est d'essayer de modifier le style de quelqu'un. Non. La philosophie de toucher sans être touché, c'est que la plupart du temps, je vais, excusez-moi une seconde, si je suis distrait, c'est que je viens de voir un signal sur mon ordinateur comme quoi je pourrais être rate de batterie. Oh là 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 là. Oh là là là, panique. Allez, c'est parti. Et voilà. Ouf. Donc, la grosse erreur qu'on fait, c'est d'essayer de modifier le style des athlètes. Si la performance de l'athlète, ou en tout cas son style et sa stratégie de game ne m'obligent pas à modifier, je ne modifie pas le style de la personne. Ça veut dire que dans le cas de deux athlètes d'élite, comme Cyril et Francis, leur lacune en lutte et en grappling m'obligeait à modifier leur style, les mettre sur la pointe des pieds, les obliger à se déplacer de façon à ce qu'on élimine la problématique de la lutte. Éliminer la problématique de la lutte, c'est pas avec la défense de lutte qu'on l'élimine, c'est avec les déplacements et les changements de direction qu'on l'élimine. Cependant, si jamais j'ai quelqu'un, prenons le cas de Anthony Dizzy. Je n'ai aucun intérêt de prendre un athlète comme Anthony Dizzy et de lui apprendre à faire toucher sans être touché. Non, c'est toucher et rester collé. Parce que le cas de Zelim Khan, il est en train de s'entraîner, c'est ce qu'on lui apprend. Le cas de Abdulagimov, on avance sur la boxe, on le pousse sur la boxe. Le cas de Rizenzouak, le style, ce n'est pas à l'élève de s'adapter au style de la salle et des autres, c'est au maître de trouver le style de l'élève et de l'aider à améliorer son style. Il se trouve qu'il y a beaucoup de strikers au MMA Factory et que dans le style de striking qu'on a, il faut mieux toucher sans être touché. Parce que on a des lacunes sur la lutte et le sol. Cependant, quand on tombe sur des personnes, comme on a vu les derniers combats, les deux dernières victoires qu'on a eues sur le week-end dernier, Ahmed Salamov, Slim, Trabeski, jamais on leur apprend à toucher sans être touché, ça n'a aucun intérêt pour eux. Eux, c'est toucher, bloquer, fermer, avancer, parce qu'on va mettre la main dessus et parce qu'on va changer de niveau et parce qu'on va soumettre, on s'adapte à leur style. Donc non, c'est vraiment un très mauvais truc à faire de vouloir. Et puis, même quand on a un même style, une manière de lutter, changer la lutte des gens dénature tout, à moins que on se mette en danger sur la carrière. Ça veut dire que il y a ce qu'on appelle en lutte un déplacement genou-pied. Quand j'ai envie de lutter pour prendre un single leg ou un double leg, les lutteurs purs de la lutte libre vont mettre un genou à terre pour pouvoir remonter. Ces déplacements genou-pied, en fonction de ce que vous avez comme pattern moteur, va être attaqué par le genou gauche ou attaqué par le genou droit. Moi, dans ma manière de lutter, j'arrive et je dis, mettez le genou gauche. Tout le monde à la salle, quand vous attaquez, on démarre la lutte, le déplacement genou-pied en attaquant avec le genou gauche. Je vais perdre la moitié de la salle peut-être. Parce que, comme ce n'est pas leur pattern naturel, le pattern moteur qu'ils ont, je vais les obliger à faire une lutte qui est faite à la salle,
mais qui ne va jamais être faite en combat parce que le combat, ça se vit en mode instinct. Ça se vit en mode réflexe. Il faut que ça devienne un réflexe. Et en gros, ce qui se passe, c'est que si vous prenez l'exemple de quelqu'un qui est debout, tenu debout avec les pieds alignés, et que vous le supprimez et vous lui mettez une poussée dans le dos et qui tombe vers l'avant, pour ne pas avoir l'équilibre rompu, il va se récupérer en plaçant une de ses jambes vers l'avant. Naturellement, certains vont placer la jambe gauche et d'autres vont placer la jambe droite. Les grandes études aujourd'hui ont prouvé que on devait prendre en compte le système nerveux, le cerveau, pour pouvoir anticiper ces gestes-là. Bloquer quelqu'un et l'obliger à faire un geste que naturellement son pattern moteur ne fait pas, c'est amener quelqu'un qui va vouloir éliminer les gestes. Il va le faire pour faire plaisir au coach, mais le jour du combat, il ne va plus faire le geste. Et donc, c'est pour ça que quand j'ai un athlète comme Cyril Gane qui arrive et qu'il y a des gens qui me conseillent gentiment, fais-lui monter sa garde, il a trop les mains basses, il va se prendre un mauvais coup. Non, je les amène même à l'INSEP où ils vont boxer avec des experts de la boxe. Et je dis au coach, John Dovey, qui est le responsable des coachs, je lui dis, fais-moi confiance, je ne peux pas lui faire monter sa garde. Il faut pas qu'il monte sa garde. S'il monte sa garde, c'est une passoire. Il prend tous les coups. Parce que ses propres points lui bloquent la vision périphérique. Il ne voit plus à l'aise. Il a besoin de ses mains comme un funambule pour trouver de l'équilibre pendant ses déplacements. Monter la garde lui enlève son pattern moteur, lui enlève ses réflexes et on le met dans une dimension où il n'est pas bon. Donc, à la question, est-ce que je changerais ou est-ce que je refuserais de travailler avec un athlète? Non. Tout au contraire, pour moi, ce sont des défis. Quand je reçois un mec, là, j'ai reçu un athlète au MMA Factory qui s'appelle Luc Rousseau, qui est le responsable du jiu-jitsu brésilien à la salle. C'est un black belt qui est light heavyweight. Il a 7-0 en MMA. Il est dangereux au sol. Il est méchant en soumission, clé de talon, clé de genou, tout ce que vous voulez. C'est un défi parce que il est pas terrible en boxe. Mais quand je l'ai vu, quand il s'est présenté à moi, moi j'ai kiffé le style. Parce que ça veut dire que j'ai un défi à relever. J'ai un vrai challenge à faire. De tous mes combats, l'une des victoires dont je suis le plus fier, c'était le fameux combat entre Sylvain Potard, venu du judo, sans aucune boxe, sans aucune attitude possible debout en boxe, qui va affronter Boubacar Baldé, qui venait du kickboxing, avec une vraie pêche, avec des vraies cacahuètes, et qui va finir par gagner le combat. Parce que c'est un défi, j'ai une performance, et comment trouver la solution. C'est ce qui me plaît, moi, comme situation. C'est pas d'avoir tous des gens qui sont bien modélisés et qui ont quelque chose de particulier. Donc, voilà, clairement, le challenge, et ça devient super amusant pour les coachs, le challenge, vous allez le trouver, le plaisir de travailler, vous allez le trouver dans les challenges. Si c'est trop facile, vous n'aurez aucun intérêt, vous n'aurez, voilà, voilà quoi, à vaincre sans gloire, comment on dit? À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, voilà. C'est exactement ça. Et puis là, donc, Fernand s'attaque à un sacré défi, un sacré challenge ce week-end, UFC 265 dans la nuit de samedi à dimanche. Avant de finir sur le point réclame, à quoi peut-on s'attendre pour cette soirée, Fernand? Parce que tout le monde le sait désormais, il n'y a pas mieux que toi pour hyper ces soirées de combat. À quoi s'attendre? Moi, je pense qu'il y a quelque chose, il y a une vraie révolution qui va se passer. Je pense qu'il y a un vent nouveau qui s'ouvre qui est super intéressant. Et c'est bien que les poids lourds, pour la première fois, on ait des matchs comme ça qui vont bouleverser les choses. C'est bien de voir ça. Comment il va réagir, Cyril vis-à-vis de Lévis et voir comment Lévis va réagir vis-à-vis de Cyril, sachant que quand il était arrivé face à Francis, il avait bugué. Il n'avait pas pu s'exprimer. Francis, de son côté, avait été annihilé aussi par la peur de l'offensive de l'autre. Comment ça va réagir, donc? Voilà. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un combat qui va être archi intéressant. Quel que soit ce qui se passe, on ne sera jamais confortable. Quel que soit ce qui se passe,
C'est ça qui est intéressant, c'est que quel que soit ce qui va se passer, à tout moment, l'équaliseur peut tout changer. Et donc, du coup, moi, je trouve que si je pouvais avoir un pot de popcorn et ne pas coacher, ça serait bien. Et ben voilà. Formidable. Bonne semaine à Houston. Fernand, petit point très important. Il y a pas mal de gens qui disent, mais les gars, où est-ce qu'on peut trouver King Energy en podcast? Pour King Energy, ce n'est pas sur la sueur, parce que comme c'est un podcast d'exception, avec un co-host d'exception à la personne de Fernand Lopez, il y a une rubrique King Energy directement, une émission qui est dédiée, donc n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles, c'est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast, Google Podcast et j'en passe, vous tapez King Energy et vous le trouverez, c'est partout. Petit point réclame Fernand, même si là je pense que les gens ont très bien compris. Qu'est-ce qu'il est bon, il sait pas. Voilà, merci pour l'écoute et encore une fois de plus, passons à l'action. Bien de dire, c'est magnifique, les contenus tuent, c'est excellent, tout ce que vous dites. C'est bien de reconnaître que les chiffres sont très en deçà de ce que les contenus valent. Les gars, venez, on appuie sur la cloche tout de suite. On s'abonne dans la foulée, on met un like, on commande et on avance. Merci beaucoup. Et ben voilà, et puis en plus, désormais, pour nos amis anglophones, les pastilles sont disponibles en sous-titres sur la chaîne secondaire, parce que vous avez remarqué, entre THT et les punchlines, Fernand quand même amène du lourd chaque semaine. Donc désormais, c'est disponible pour le public anglophone. Voilà, merci beaucoup Fernand, très bonne semaine, bon courage pour samedi, et puis tous derrière Cyril. Merci, à bientôt.